plaine de Rome, qui s'étend jusqu'à 12 lieues dans les endroits où l'Apennin se recule le plus de cette ville, réduit durant les 3 mois de la grande chaleur les natures elles-mêmes du pays, qui doivent y être accoutumées dès l'enfance en un état de langueur incroyable à ceux qui ne l'ont pas vu. En plusieurs cantons, les religieux sont obligés à sortir de leur couvent pour aller passer ailleurs la saison de la canicule. Enfin, l'air de la campagne de Rome tue alors aussi promptement que le fer l'étranger, qui ose s'exposer à son activité durant le sommeil. L'air y est toujours pernicieux, de quelque côté que le vent souffle, ce qui met en évidence que la terre est la cause de l'altération de l'air. Cette infection prouve donc qu'il est survenu dans la terre un changement considérable, soit qu'il vienne de ce que la terre n'est plus cultivée comme du temps des Césars, soit qu'on veuille l'attribuer aux marais d'Ostie et à ceux de l'Ophantée, qui ne sont plus desséchés comme autrefois, soit enfin que cette altération procède des mines d'alu, de soufre, d'arsenic, qui depuis quelques siècles auront achevé de se former sous la superficie de la terre, et qui présentement envoient dans l'air, principalement durant l'été, des exhalaisons plus malignes que celles qui s'en échappaient lorsqu'elles n'avaient pas encore atteint le degré de maturité où elles sont parvenues aujourd'hui. On voit fréquemment dans la campagne de Rome un phénomène qui doit obliger de penser que l'altération de l'air y vient d'une cause nouvelle, c'est-à-dire des mines qui se seront perfectionnées sous la superficie de la terre. Durant les chaleurs, il en sort des exhalaisons qui s'allument d'elles-mêmes et qui forment de longs sillons de feu ou des colonnes de flammes dont la terre est à la base. Et la base, Tite-Live serait remplie du récit des sacrifices faits pour l'expiation de ces prodiges si l'on avait vu ces phénomènes dans la campagne de Rome au temps dont il a écrit l'histoire. Ce qui prouve encore qu'il est survenu une altération physique dans l'air de Rome et des environs, c'est que le climat y est moins froid aujourd'hui qu'il ne l'était au temps des premiers Césars, quoique le pays fût alors plus habité et mieux cultivé qu'il ne l'est à présent. Les annales de Rome nous apprennent qu'en l'année 480 de sa fondation, l'hiver y fut si violent que les arbres moururent. Le Tibre prit dans Rome et la neige y demeura sur terre durant 40 jours. Lorsque Juvenal fait le portrait de la femme superstitieuse, il dit qu'elle fait rompre la glace du Tibre pour y faire ses ablutions. Au point du jour, en plein hiver, notre dévote cassera la glace du Tibre pour y plonger 3 fois, et quoiqu'elle n'aime pas l'eau, elle n'en trempera pas moins sa tête jusqu'au sommet du crâne dans le courant, puis nue et frissonnante, elle se traînera tout le long du champ de Tarquin, le superbe, sur ses genoux ensanglantés. Il parle du Tibre pris dans Rome comme d'un événement ordinaire. Plusieurs passages d'Horace supposent les rues de Rome pleines de neige et de glace. Nous serions mieux informés si les anciens avaient eu des thermomètres, mais leurs écrivains, quoiqu'ils n'aient pas songé à nous instruire là-dessus, nous en disent encore assez pour nous convaincre que les hivers étaient autrefois plus rigoureux à Rome qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le Tibre n'y gèle guère plus que le Nil au Caire. On trouve à Rome l'hiver bien rigoureux quand la neige s'y conserve durant 2 jours, et quand on y voit durant 2 fois 24 heures quelques larmes de glace à une fontaine exposée au nord. Quant aux Hollandais, je puis répondre qu'ils n'habitent pas sur la même terre qu'habitaient les Bataves et les anciens Frisons, bien qu'ils demeurent dans le même pays. L'île des Bataves était bien un pays bas, mais il était couvert de bois. Pour la partie du pays des anciens Frisons, qui fait aujourd'hui la plus grande portion de la province de Hollande, savoir celle qui est comprise entre l'océan, la Zuiderzee, et l'ancien lit du Rhin qui passe à Leyde, elle était alors semée de collines creuses en dedans, et c'est ce qu'on a voulu exprimer par le mot de Hollande introduit dans le Moyen-Âge. Il signifie une terre vide en langue du pays. Tacite nous apprend que le bras du Rhin dont je parle, celui qui séparait alors la Frise de l'île des Bataves, conservait la rapidité que ce fleuve a dans son cours, et c'est une preuve que le pays était monstrueux. La mer s'étant introduite dans ses cavités, elle a fait abîmer la terre, qui ne s'est relevée au-dessus de la surface des eaux, qui la couvrirent après la dépression qu'à l'aide des sables que les flots de la mer y ont apportés et du limon que les fleuves y ont laissé, en l'inondant fréquemment, avant qu'on les eût contenus par des digues.
ce que je viens d'avancer, c'est que dans la partie de la province de Hollande qui a fait une portion du pays des anciens frisons, on trouve souvent, en faisant les fondations, des arbres qui tiennent encore au sol par les racines, 15 pieds au-dessous du niveau du pays. Cependant, ce pays qui est uni comme un parquet est déjà plus bas que les hautes marées. Il est de niveau avec les plus basses, et c'est ce qui montre bien que le sol, auquel tiennent par les racines les arbres dont j'ai parlé, est un terrain qui s'est abîmé. Ceux qui voudront être instruits plus au long sur le temps et sur les autres circonstances de ces inondations peuvent lire les 2 premiers volumes de l'ouvrage de M. Manson Hatting intitulé Descriptio Agribatavi. Ils ne le liront pas sans profit et sans regretter que cet auteur soit mort il y a 30 ans, avant que de nous avoir donné le 3e. La Hollande ayant été desséchée et repeuplée dans les temps suivants, elle est aujourd'hui une prairie de niveau coupée par une infinité de canaux et semée de quelques lacs et flaques d'eau. Le terrain y a si bien changé de nature que les bœufs et les vaches de ce pays sont plus grands qu'ailleurs, au lieu qu'autrefois ils étaient très petits. Enfin, le quart de sa superficie est aujourd'hui couvert d'eau, au lieu que l'eau n'en couvrait peut-être pas autrefois la 12e partie. Le peuple, par des événements qui ne sont pas de notre sujet, s'y était encore multiplié plus qu'il ne l'a fait en aucun autre endroit de l'Europe. Le besoin et la facilité d'avoir des légumes et du laitage dans une prairie continuelle, la facilité d'avoir du poisson au milieu de tant d'eau douce et salée, ont accoutumé les habitants à se sustenter avec ces aliments phlegmatiques, au lieu que leurs anciens prédécesseurs se nourrissaient de la chair de leurs troupeaux et de celle des animaux domestiques, devenus sauvages, dont on voit par Tacite et par d'autres écrivains de l'Antiquité que leur bois était rempli. Le chevalier de Temple, qui a été frappé à la différence du caractère des Bataves et des Hollandais, et qui a voulu en rendre raison, attribue cette différence au changement de nourriture. De pareilles révolutions sur la surface de la Terre, qui causent toujours beaucoup d'altérations dans les qualités de l'air, et qui ont encore été suivies d'un si grand changement dans les aliments ordinaires, que les nouveaux habitants se nourrissent en pêcheurs et en jardiniers, au lieu que les anciens habitants se nourrissaient en chasseurs. De pareilles révolutions, dis-je, ne sauraient arriver sans que le caractère des habitants d'un pays cesse d'être le même. Après tout ce que je viens d'exposer, il est plus que vraisemblable que le génie particulier à chaque peuple dépend des qualités de l'air qu'il respire. On a donc raison d'accuser le climat de la disette de génie et d'esprit propre à certaines choses, laquelle se fait remarquer chez certaines nations. La température des climats chauds, dit le chevalier Chardin, énerve l'esprit comme le corps et dissipe ce feu d'imagination nécessaire pour l'invention. On n'est pas capable, en ces climats-là, de longues veilles, et de cette sorte d'application qui infante les ouvrages des arts libéraux et des arts mécaniques. C'est seulement vers le septentrion qu'il faut chercher les arts et les métiers dans leur plus haute perfection. Notre auteur parle d'Ispahan, et Rome et Athènes sont des villes septentrionales par rapport à la capitale de la Perse. C'est le sentiment que donne l'expérience. Tout le monde ne convient-il pas d'attribuer à l'excès du froid comme à l'excès du chaud la stupidité des nègres et celle des lapons? De l'étendue des climats plus propres aux arts et aux sciences que les autres, des changements qui surviennent dans ces climats. On m'objectera que les arts et les sciences ont fleuri sous des climats bien différents. Memphis, ajoutera-t-on, est plus près du soleil que Paris, de 18 degrés, et cependant les arts et les sciences ont fleuri dans ces 2 villes. Je réponds que tous excès de chaleur et que tous excès de froid ne sont pas contraires à une heureuse nourriture des enfants, mais seulement les excès outrés, soit du froid, soit du chaud. Loin de borner à 4 ou 5 degrés la température convenable à la culture des sciences et des beaux-arts, je crois que cette température peut comprendre 20 ou 25 degrés de latitude. Ce climat fortuné peut même s'étendre et gagner du terrain à la faveur de plusieurs événements. Par exemple, l'étendue du commerce donne aujourd'hui aux nations hyperboréennes le moyen qu'elles n'avaient point autrefois de faire une partie de leur nourriture ordinaire des vins comme des autres aliments qui viennent dans les pays chauds. Le commerce qui s'est infiniment accru dans les 2 derniers siècles a fait connaître ces choses où l'on ne le connaissait pas. Il les a rendues très communes en des lieux où elles étaient fort rares auparavant.
L'accroissement du commerce a rendu le vin une boisson d'un usage aussi commun dans plusieurs pays, où il n'en vient point que dans les contrées où l'on fait des vendanges. Il a mis dans les pays du Nord le sucre et les épiceries au nombre de ces denrées que tout le monde consomme. Depuis un temps, les eaux de vie simples et composées, le tabac, le café, le chocolat et d'autres denrées qui ne croissent que sous le soleil le plus ardent sont en usage même parmi le bas peuple, en Hollande, en Angleterre, en Pologne, en Allemagne et dans le Nord. Les sels et les sucres spiritueux de ces denrées jettent dans le sang des nations septentrionales une âme, ou pour parler avec les physiciens, une huile éthérée, laquelle ne se trouve point dans les aliments de leur patrie. Ces sucres remplissent le sang d'un homme du Nord d'esprits animaux formés en Espagne ou sous les climats les plus ardents. Une portion de l'air et de la sève de la terre des Canaries passe en Angleterre dans les vins de ces îles qu'on y transporte en si grande quantité. L'usage fréquent et habituel des denrées des pays chauds rapproche donc pour ainsi dire le soleil des pays du Nord, et il doit mettre dans le sang et dans l'imagination des habitants de ces pays une vigueur et une délicatesse que n'avaient pas leurs aïeux, dont la simplicité se contentait des productions de la terre qu'il les avait vus naître. Comme on ressent aujourd'hui dans ces contrées des maladies qu'on n'y connaissait pas avant, qu'on y fit un usage aussi fréquent d'aliments étrangers, et qui ne sont peut-être pas assez en proportion avec l'air du pays, on y doit avoir pour cela même plus de chaleur et plus de subtilité dans le sang. Il est certain qu'en même temps qu'on y a connu de nouvelles maladies, ou que certaines infirmités y sont devenues plus fréquentes qu'autrefois, d'autres maladies ou sont disparues ou sont devenues plus rares. J'ai ouï dire à M. Régis, célèbre médecin d'Amsterdam, que depuis que l'usage des denrées dont je viens de parler s'était introduit dans cette ville parmi les gens de toutes conditions, on n'y voyait plus la 20e partie des maladies scorbutiques qu'on y voyait auparavant. Il ne suffit pas qu'un pays soit à une certaine distance de la ligne pour que le climat en soit propre à la nourriture des hommes d'esprit et de talent. L'air y est peut-être contraire par ses qualités permanentes à l'éducation physique des enfants, que la délicatesse de leurs organes destinerait à être un jour des hommes d'un grand esprit. Le mélange des corpuscules qui entrent dans la composition de l'air dont je parle peut être mauvais par quelque excès de ses bons principes. Il se peut faire qu'à un certain pays les émanations de la terre soient trop grossières. Tous ces défauts qu'on conçoit pouvoir être infinis doivent faire que l'air d'une contrée dont la température paraît la même que celle d'une contrée voisine ne soit pas aussi favorable à l'éducation physique des enfants que l'air qu'on respire dans cette dernière. Deux régions qui sont à la même distance du pôle peuvent avoir un climat physiquement différent, puisque la différence de l'air d'une contrée limitrophe d'une autre contrée où les hommes sont grands rend la première des habitants petits. Pourquoi ne les rendrait-elle pas plus spirituels dans un pays que dans un autre? La taille des hommes doit varier plus difficilement que la qualité et le ressort des organes du cerveau. Plus un organe est délié, plus le sang qui le nourrit le change facilement. Or, de tous les organes du corps humain, les plus délicats sont ceux qui servent à l'âme spirituelle à faire ses fonctions. Ce que je dis ici n'est que l'explication de l'opinion générale, qui a toujours attribué aux différentes qualités de l'air la différence qui se remarque entre les peuples. Le climat de chaque peuple est toujours, à ce que je crois, la principale cause des inclinations et des coutumes des hommes, qui ne sont pas plus diverses entre elles que la constitution de l'air est différente. D'un lieu à un autre, dit un homme, à qui l'on pouvait appliquer l'éloge qu'Homère fait d'Ulysse. Qui a vu les coutumes et les cités de nombreux humains?